La chambre était totalement plongée dans le noir. Quelques rayons parvenaient à se frayer un chemin malgré la couche épaisse de journaux collés aux deux fenêtres. La chambre de l'adolescente était très grande, digne d'une fille unique dans une famille aisée. Son lit 2 places se trouvait au centre de la pièce, une armoire assortie et une coiffeuse, à laquelle il manquait clairement un miroir, se tenaient de part et d'autre de la chambre. Une télé qui semblait être accrochée au mur avait laissé place à un vide remarquable. Une porte se trouvait de l'autre côté, scellée par plusieurs cadenas et verrous. Juliette se trouvait quant à elle sur le lit, la tête sous un gros coussin. « Juliette ?» « Qui êtes-vous » lui répondit Juliette en soulevant l'oreiller qui couvrait son visage boursouflé. « Je suis Lucas Selger. Votre mère m'a contacté au sujet de votre problème. Alors comme ça on s'amuse à se faire peur le soir quand maman n'est pas là ?» Vous ne me croyez pas, c'est ça ? Oh que si, je vous crois. Lui rétorqua Lucas en se baladant dans la pièce. C'est une affaire délicate. Bloody Mary, comme son nom l'indique, a soif de sang. Elle continuera à vous hanter jusqu'à ce qu'elle obtienne ce qu'elle veut. Et qu'est-ce qu'elle veut ? Lui répondit Juliette, maintenant assise sur le lit. Vous, évidemment. À la simple prononciation de ces mots, Juliette s'effondra en larmes. Ne vous inquiétez pas, Juliette. Si je suis là, c'est que vous avez une chance de vous en sortir. Il s'approcha de la porte verrouillée. C'est ici que vous l'avez invoqué ? Oui. Les miroirs sont impossibles à enlever, sauf si on les brise. Donc on a préféré condamner cette pièce. Et vous alors ? Vous l'avez vue ? Non, je ne l'ai pas vue, mais je sais qu'elle était là. Elle m'a touchée. Vous avez bien fait. Sinon, vous ne seriez pas là pour m'en parler. Décrivez-moi comment vous avez mené le rituel. Lucas sortit de nouveau son carnet de notes, attentif à ses paroles. Eh bien, il fallait commencer par allumer 2 bougies noires et les poser de chaque côté du miroir en face de soi, puis faire en sorte d'être dans le noir complet. La seule source de lumière devait être les 2 bougies, rien d'autre, sinon le rituel ne pouvait pas fonctionner. Il fallait aussi qu'il soit 23h39 précisément lorsqu'on le commence. D'accord. Donc 2 bougies noires devant un miroir à 23h39. Ensuite, à 23h39, prononcez de manière intelligible le nom de cette chose. 13 fois de manière lente et de plus en plus forte, tout en regardant le miroir droit devant. Puis un silence complet s'installe, plus pesant que d'ordinaire. Si les bougies restent allumées, le rituel n'a pas fonctionné. Et dans le cas contraire... je devine qu'elles se sont éteintes. Oui, mais j'ai eu de la chance, car je commençais à trouver le temps long. Après avoir prononcé 13 fois son nom, je m'apprêtais à éteindre les bougies. J'ai donc quitté le miroir des yeux pour le faire. Mais avant que l'air ne sorte de ma bouche, elles se sont éteintes sans que je ne comprenne quoi que ce soit. Puis j'ai senti une main m'agripper le bras. Elle venait du miroir, j'en étais sûre. J'ai hurlé, et elle aussi hurlait. J'ai réussi je ne sais comment à retrouver la porte malgré le noir total dans lequel je me trouvais. Je sais pas comment j'ai atterri dehors dans les bras de Chloé qui me consolait. Écoutez-moi, jeune fille, vous devez vous estimer heureuse. Si vous n'aviez pas décidé d'éteindre les bougies, vous auriez vu son visage, et elle vous aurait emporté. Je vais mener mon enquête pour vous aider à vous en sortir. Il prit son sac dans les mains et en sortit un objet enroulé dans un tissu épais foncé. Je vais vous demander de maintenir les yeux fermés, de garder vos mains dessus pour ne pas prendre de risques. Pourquoi ? Que comptez-vous faire ? Faites-moi confiance. Juliette s'exécuta malgré sa réticence, consciente que pour mener à bien sa mission, son sauveur devait voir son adversaire. Une fois prête, Lucas s'approcha de la jeune fille, déroula le tissu et prit le petit miroir qui s'y trouvait. Il se positionna en sorte de voir le reflet de Juliette et ce qui apparaît très près d'elle. Il vit à ses côtés une femme debout, comme décrite par Madame Jones, et nota quelques détails qui avaient pu lui échapper. Lucas n'avait pas peur des créatures surnaturelles. Il en avait tellement l'habitude qu'un fantôme effrayant dans le miroir n'était pas grand-chose. Son visage défiguré, la haine dans son regard, ses longs cheveux gras, ses bras osseux violacés et sa longue robe d'époque maculée de sang, tout était passé au crible afin de rassembler tous les éléments qui pourraient l'aider à retrouver la défunte. Une fois fini, il enroula de nouveau le miroir dans le tissu avant de le remettre dans son sac et sortit son carnet où il nota tout pour n'oublier aucun détail.
Qui vous a parlé de ce rituel? Je l'ai trouvé sur Internet. Oh, Internet. Il faut faire attention. Certaines personnes sont très mal intentionnées. Ils cherchent seulement à faire du mal. À bientôt. Lucas sortit de la chambre. À l'extérieur, Madame Jones, qui n'avait pas bougé, s'approcha de lui. Alors, qu'allez-vous faire? Descendant, je vous prie. Nous allons parler de cela en bas. Je n'ai pas fini mon thé. Elle le suivit jusqu'au rez-de-chaussée dans le salon où les attendait Chloé et reprirent leur place. Il passa quelques minutes à siroter son thé, qui avait atteint la température idéale. Ni Madame Jones ni Chloé n'osaient l'interrompre jusqu'à ce qu'il finisse sa boisson. Je vous resserre? Lui dit Madame Jones, hésitante. Non, pas besoin. Il était un peu fade. Quoi qu'il en soit, il va falloir que j'enquête sur cette Bloody Mary. Il va peut-être falloir que je me rende à différents endroits, mais tout cela dépendra de mes trouvailles. Que vous enquêtiez sur elle? Je ne comprends pas. Beaucoup pensent que Bloody Mary est un seul et unique esprit qui hante les miroirs et attend qu'on l'invoque pour venir nous emporter. C'est une idée reçue répandue dans le monde entier. Il s'agit en fait de différentes femmes, mortes dans d'affreuses circonstances devant un miroir. Et surtout, elles ne s'appelaient pas toutes Marie quand elles étaient encore en vie. Ce nom vient d'une reine du XVIe siècle, Marie Tudor, connue pour son penchant particulier pour les meurtres. C'est pour ça que vous vouliez les détails de l'entité? Afin de la retrouver? Oui, c'est bien ça, Chloé. Cela ne devrait pas être trop compliqué vu les informations que j'ai, mais il faudra peut-être un peu de temps. Vous allez commencer par quoi? Lui demanda Madame Jones. La dernière fois que j'ai eu affaire à une Bloody Mary, l'affaire s'est conclue assez rapidement. J'ai vite retrouvé la trace de l'entité. Elle s'était suicidée quelques années auparavant, mettant fin à la vie épouvantable qu'elle subissait. Par contre, au sujet de celle qui hante votre fille, elle n'est pas de notre époque. Mais les détails que nous avons relevés, comme la robe, les cicatrices sur son visage et les poings ensanglantés, cela réduit drastiquement le champ des recherches. Comment ça? Déjà, je suis pratiquement sûr que c'est un meurtre passionnel vu les circonstances. Je dirais même son époux. Bref, trêve de bavardage. Il prit son sac d'où il sortit des documents. Veuillez lire ces papiers et les signer. Il y est fait mention de mon rôle dans cette affaire, des frais possiblement engendrés qui ne sont pas fixes, et une clause qui me décharge de toute responsabilité au cas où les choses finiraient mal. Finir mal? Si votre fille décède pendant que j'enquête, ce ne sera pas ma faute. Je rappelle dans ce contrat que je ne vous donne pas de date précise à laquelle tout prendra fin. Je ne vous assure pas la réussir. Mais je vais tout faire pour, et ça prendra le temps que ça prendra. Madame Jones avait l'air d'hésiter un moment en tenant le stylo. Chloé lui tint la main à son tour en signe de réconfort. Madame Jones, vous n'avez pas le choix. Il faut lui faire confiance. Oui, je pourrais vous indiquer le nom d'un collègue, mais sans aucune prétention, je suis le meilleur. Ma fille peut décéder à cause d'un jeu? Écoutez, Madame Jones, mon travail est de chasser ce genre d'entité afin de protéger les victimes de leurs méfaits. Vous, votre rôle sera de rester auprès d'elle et d'éviter qu'elle ne croise le regard de Bloody Mary. Comme vous le faites actuellement, qu'elle ne voit plus son reflet nulle part. Mais combien de temps devra-t-elle rester dans sa chambre? Je vous l'ai déjà dit, je ne vous donne pas de date, je n'ai pas de délai à respecter. Si elle veut sortir, qu'elle le fasse, mais c'est à ses risques et périls. La main tremblante, Madame Jones l'approcha du contrat et le signa. Très bien. Il referma le dossier et le remit dans son sac. Je vous laisse une copie du contrat. Vous devez rester joignable, je peux vous appeler à tout moment. D'un bond, Lucas se releva, prit ses affaires et se dirigea vers la sortie, suivi de Madame Jones et Chloé. Une dernière chose. Dites à Juliette que si elle entend des voix, c'est normal. Bloody Mary va tenter par tous les moyens de la faire craquer. À bientôt. Abasourdies, les deux jeunes femmes se regardèrent pendant que Selger remontait dans son pick-up de location. Madame Jones referma la porte sans plus d'explications. Lucas retourna dans son motel et ne tarda pas à lancer ses recherches après avoir passé une bonne nuit de sommeil. À son réveil, le petit déjeuner à peine ingéré, il se mit au travail. Il se concentra sur différents détails, notamment la robe que portait Bloody Mary, qui pouvait lui indiquer l'époque à laquelle elle appartenait. D'après ce qu'il a vu, ce genre de robe était porté au XIXe siècle en Amérique.
Cela le rassura de savoir que l'entité vivait sur le continent. Sans plus tarder, il se rendit aux archives de la ville, hébergé dans la grande bibliothèque du centre où il passa plusieurs jours à feuilleter d'anciens articles de journaux. Il releva plusieurs cas de féminicide dans le pays et les élimina un par un en fonction des circonstances du meurtre. Après 6 jours d'intenses recherches, 2 cas sortaient du lot. Le premier, Samantha Brown Williams, une jeune fille issue de la classe populaire. Originaire de la ville de Durham en Caroline du Nord, elle était très connue pour sa beauté et faisait tourner la tête des hommes qui la croisaient. Elle se maria à peine âgée de 19 ans à Marcus Williams en août 1825, homme d'affaires très riche, de 25 ans son aîné, qui avait jeté son dévolu sur la belle Samantha. Elle savait que sa vie allait changer, mais pas dans le sens souhaité. Depuis la fête célébrant leur union, les coups et les insultes se faisaient entendre dans leur immense demeure, comme l'ont rapporté les cuisiniers et dames de chambre à leur service. La jalousie de M. Williams n'avait pas de limite, et il suffisait que Samantha sorte de la maison pour qu'il s'imagine les pires trahisons. Par moments, personne ne la voyait plus, mais tout le monde savait qu'elle était enfermée dans le grenier, enchaînée pour l'empêcher de sortir, et ainsi ne pas inquiéter son cher et tendre mari. Jusqu'à ce jour fatidique. Un soir, une fois rentré de son travail, M. Williams rejoignit sa femme qui s'apprêtait à se coucher. D'après l'époux, Samantha avait été aperçue avec un des cuisiniers discutant dans le potager derrière la maison, prouvant à ses yeux la tromperie de sa dulcinée. Il l'attrapa par ses longs cheveux noirs dans la chambre et lui entailla le visage, pour ainsi empêcher que tout homme ne soit de nouveau attiré par celle qui lui appartenait. Mais cela ne lui suffit pas. La colère ayant pris le dessus, il essaya de la tuer en l'étranglant, puis la poignarda jusqu'à la mort. Tout cela devant un miroir, d'après l'article, qui se retrouvait totalement taché de sang jusqu'à ne plus discerner les contours dorés de l'objet. Elle rendit l'âme entre 1h et 2h du matin. Pour ajouter à l'horreur, son époux meurtrier n'a jamais été puni pour son acte inhumain. Moyennant explications sexistes et pots de vin, il s'en est sorti qu'avec des remontrances de la part du juge et sorti libre de cette tragédie pour refaire sa vie ailleurs, sans jamais être inquiété. Le deuxième cas ayant retenu l'attention de Lucas était celui de Gabriela Martinez, une jeune Mexicaine immigrée à New York dans sa jeunesse. Le jeune Stephen Davis, son voisin, était éperdument amoureux de la belle Gabriela, cette dernière insensible à son charme. Il la courtisa durant de longs mois, mais en vain. Un jour de l'année 1852, il apprit que l'élu de son cœur préparait son mariage avec un autre que lui. Cette information le rendit fou, et il prépara sa revanche minutieusement. Quelques jours avant la célébration, il l'enferma dans la cave d'une maison abandonnée devant laquelle il passait tous les jours en se rendant à l'usine. Il la visitait tous les soirs, la suppliant d'apprendre à l'aimer, mais elle s'y refusait totalement. Le temps n'arrangeait pas les choses, et l'impatience prenait petit à petit la place de l'espoir dont il se nourrissait. Un mois après sa disparition, le corps de la jeune Gabriela fut retrouvé dans la dite cave suite aux aveux de Stephen Davis. Il expliqua qu'il rendait visite à Gabriela tous les soirs, lui apportant dîner et boissons à volonté, et ne lui avait jamais fait de mal, car il espérait toujours qu'elle l'épouserait un jour ou l'autre. Jusqu'à cette fameuse nuit. Ce soir-là, enchaînée au même endroit depuis des semaines, elle accepta ses avances. Épris de joie, le jeune homme la libéra de ses liens et voulut la prendre dans ses bras quand elle lui donna un coup dans le but de fuir. Il réussit à l'attraper avant qu'elle ne sorte de la bâtisse, et dans une rage folle, incontrôlable, sourd aux cris de sa belle, il lui entailla le visage afin de la rendre repoussante aux yeux de son rival et qu'elle n'appartienne qu'à lui. Les hurlements de Gabriela étant impossibles à calmer, il essaya de l'étrangler avant de la tuer de plusieurs coups de couteau dans la poitrine, salissant ainsi tout ce qui se trouvait autour, comme un petit miroir témoin des derniers instants de vie de Gabriela, qui prit fin, elle aussi, entre 1h et 2h du matin. Elle avait beaucoup de points communs avec celle que Lucas traquait, notamment les entailles sur le visage, la séquestration et l'heure du crime qui se situait dans la même tranche horaire où Juliette a mené le rituel en prenant en compte le décalage horaire. Les autres cas de féminicide, tous plus horribles les uns que les autres, n'avaient pas autant de points communs avec la recherchée que ces 2 cas. Il s'activa à prendre en note les états dans lesquels se sont déroulées ces horreurs et appela Tracy. Que me vaut l'honneur de l'appel de Lucas Selger? Il me faudrait des adresses. Je t'envoie par mail les affaires.
Bonjour, comment tu vas? Moi je vais bien, ça fait longtemps. Je n'ai pas le temps pour ces futilités. Donc s'il te plaît, je te demanderai de regarder tes mails et me donner les informations dont j'ai besoin. Merci. Tu as dit s'il te plaît et merci, c'est un miracle. Tracy, Oui, c'est bon, j'ai compris. Il s'agit de quoi? Une affaire de Bloody Mary. Encore? T'en as eu une il y a pas si longtemps, non? Oui, mais là, c'est un autre cas. Tu pourrais ouvrir ton mail? Tu suspectes combien d'affaires? 2. Oh, ça va. J'attends la réponse à mon mail. Ok, pas de problème, Luc. C'est Lucas. Il raccrocha avant de lui laisser le temps de répondre et prépara ses valises. Il prit soin de contacter Madame Jones afin de lui annoncer ses futurs voyages, tout en lui rappelant que les frais seraient à sa charge. Commençant à connaître le personnage, elle ne se vexa pas et s'estima heureuse qu'en quelques jours, Monsieur Selger ait déjà des pistes.